Merci à chacun. Nous allons passer sur la deuxième table ronde et donc passer de la question des besoins, pour parler rapidement, à la question des pratiques, c'est-à-dire comment répondre à ces besoins. Et donc j'appelle à nous rejoindre Annie Leclerc, qui nous vient tout droit du Québec, Dominique Leclerc, qui n'a pas fait exprès, Xavier Pidou et Christine van der Bort. Bien, alors je vais récupérer tout à fait, je m'excuse auprès de Annie Lambert. Alors, vous avez, comme chacun d'entre nous, entendu les points forts qui ont été évoqués dans la table ronde précédente. C'est bien sûr, moi j'ai relevé quelques mots tout à fait arbitrairement, la question de l'écoute, la question du dialogue, la question de la confiance, la question aussi du quotidien, c'est-à-dire comment le quotidien, au fond, peut renvoyer une réalité dont on ne souhaiterait pas qu'elle soit comme ça renvoyée chaque jour au détour d'une rencontre, et qui est de l'ordre de l'intime, au fond. La question de la volonté de grandir, d'un devenir possible, la question du lieu, la question de la rencontre, la question aussi de compter, compter pour quelqu'un, compter aux yeux de quelqu'un, la question de l'attachement. Alors, à partir de là, ce sont évidemment des pierres qui sont mises dans le jardin des pratiques, c'est-à-dire comment nos pratiques peuvent prendre en compte l'ensemble de ces besoins, qui sont parfois contradictoires. D'ailleurs, on a vu que pouvait poindre, si on avait eu plus de temps dans la table ronde, on aurait eu matière à dialoguer entre certains, qui n'étaient pas tout à fait sur les mêmes positions. Mais au fond, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces besoins, et on n'a pas été exhaustif, et comment est-ce qu'on peut intégrer cette dimension de prise de risque dans les pratiques? Alors nous allons commencer avec une introduction d'Annie Lambert. Vous êtes chercheur à l'Université de Sherbrooke au Québec. Vous êtes de formation criminologue, travailleuse sociale, et vous avez beaucoup travaillé sur la question du risque en protection de l'enfance. Vous êtes l'auteur d'ailleurs d'un ouvrage intitulé « La gestion des risques en protection de l'enfance, logique d'action et quête de sens » aux presses de l'Université du Québec. Nous vous avons demandé d'introduire la séquence à la fois sur la question de comprendre et réfléchir le risque de manière générale, comment le vivre en protection de l'enfance à travers des exemples concrets qui permettront de vous donner des éléments pour apprivoiser l'incertitude et prendre des risques. C'est à vous. Parfait. Alors, merci. Bonjour à tous. Merci énormément de l'invitation aux organisateurs. Donc, vous l'entendez, vous venez de l'apprendre. Je suis québécoise et mon principal risque aujourd'hui, c'est d'éviter toute expression typiquement québécoise dans le prochain 30 minutes pour que vous puissiez me suivre du début jusqu'à la fin. Donc, j'incarne tout à fait mon sujet aujourd'hui. Quelques précisions. Donc, d'abord dire qu'avant d'arriver en milieu universitaire, j'étais une intervenante en protection de l'enfance. Donc, j'y ai passé là, tout près d'une quinzaine d'années.
Je fais des recherches participatives, je fais des recherches en collaboration avec les milieux de pratique. Donc, ça amène un regard très pragmatique. C'est ce que j'apporte aujourd'hui. Donc, je me situe au niveau de la théorie, mais nettement aussi là, au niveau de la pratique, par ma propre pratique clinique auprès d'enfants et de familles en difficulté. J'aborde le risque aujourd'hui, d'une façon positive, deux, dans une perspective éthique et réflexive. Donc, j'ai malheureusement pas de recette toute faite pour vous aujourd'hui. J'ai pas de clé en main non plus sur la prise de risque. Par contre, j'ai un bon nombre de questionnements qui, à mon avis, permettent l'exercice de conscientisation dont on a besoin comme professionnel pour prendre les décisions en situation risquée. À prime abord, je postule que la prise de décision devrait être prise dans l'intérêt de l'enfant. Or, pour toutes sortes de considérations, en fait, c'est comme ça au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais pour toutes sortes de considérations, on s'éloigne parfois de l'intérêt de l'enfant. Donc, pour des considérations personnelles, professionnelles, organisationnelles, juridiques ou même sociopolitiques, ça arrive qu'on perde le focus, en fait, de l'intérêt de l'enfant dans la gestion des risques et la prise de décision. Pour le temps dont je dispose, j'ai préparé une intervention en 3 temps, en fait. Le premier étant de vous donner quelques clés de réflexion sur le risque et attendez-vous à réfléchir parce que j'ai beaucoup de questions à vous soumettre. Le deuxième, le contexte risqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'intervention en protection de l'enfance? C'est finalement apprivoiser l'incertitude ou apprendre justement à risquer. Donc, j'ai intitulé ma présentation « La prise de risque en protection de l'enfance, la recherche d'un juste équilibre ». Donc, la prise de risque, ça signifie oser, ça signifie voir autrement aussi les situations qui sont à prendre, mais évidemment comme trame de fond de la présentation, puis pour assurer le passage de la gestion du risque à la prise de risque, je pense qu'il faut d'abord se situer comme professionnel sur le risque, sur notre rapport au risque, mais aussi sur notre tolérance au risque. Il faut se situer aussi sur notre mandat de protection, sur la façon dont on l'envisage. Et finalement, il faut créer un contexte favorable à la prise de risque, ce qui signifie d'accompagner aussi les professionnels dans leur prise de décision. Je vais tout de suite vous donner une partie de ma conclusion. Ça va vous faire gagner du temps. Donc, la gestion et la prise de risque n'ont pas besoin, en fait, de protocoles, de procédures, de normes ou de cadres. Je pense qu'on en a suffisamment de tout ça dans la pratique. La gestion et la prise de risque ont besoin de sens. Donc, pour donner du sens, il faut réfléchir et c'est un petit peu cette amorce-là de réflexion que je vous propose aujourd'hui pour passer de la question « Quelle est la meilleure façon d'intervenir à comment arriver à prendre la meilleure décision dans la situation d'un enfant et dans son intérêt, évidemment. » Donc, le premier point, comprendre le risque. Je n'ai pas la prétention de vous faire comprendre le risque aujourd'hui dans sa totalité, mais bien de donner quelques clés de réflexion. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a nombre d'auteurs qui parlent d'une société du risque. Donc, l'intérêt pour le risque, certains disent la fixation pour le risque, a complètement redessiné notre rapport au risque. C'est sûr que, objectivement, le risque, c'est quoi? C'est une probabilité de survenue d'un événement qui va causer des conséquences. Donc, dans le cas de la protection de l'enfance, qui va causer des conséquences pour l'enfant et pour sa famille. Et généralement, le risque a une connotation négative socialement. C'est plutôt rare qu'on voit ça comme étant positif, la prise de risque. Je vais citer Ewald qui dit « Rien n'est un risque en soi. Le risque ne fait pas partie de la réalité. Cependant, tout peut constituer un risque. Tout dépend de quelle façon on analyse le danger, on considère la situation. » Donc, la situation risquée, les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, sont définies en fonction d'une culture, d'une histoire, de cadres normatifs et autres dans une population donnée. Évidemment, on peut prendre la conclusion que le risque est construit à travers un système de normes et de valeurs. Donc, comme professionnel, vous construisez le risque, vos organisations construisent le risque et la société construit le risque aussi. Et ça, c'est un élément vraiment important dans la gestion de risque parce que l'évaluation de ce risque-là devient stratégique et capitale parce que l'évaluation du risque, c'est le déclencheur des mesures de protection. Donc, si on a une évaluation
qui n'est pas juste du risque, on a nécessairement une mesure de protection qui ne tient pas la route finalement pour l'enfant et pour sa famille. Donc, comment se positionner par rapport au risque? Quelle posture adopter? Quelle réaction adopter? Je fais une très courte parenthèse sur le principe de précaution dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui se manifeste depuis les dernières années. Donc, il y a eu, à travers les époques, différentes façons de réagir au risque: prudence, prévoyance, précaution, réparation, prévention. Les auteurs actuels nous amènent au principe de précaution. Ma question, mais à quel prix? Donc, à quel prix on devrait s'inscrire dans ce principe-là en protection de l'enfance? La précaution, ça appelle... Je suis un peu près, hein? La précaution, est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui. Donc, la précaution, ça suppose l'incertitude. Donc, ça suppose de ne pas attendre que les risques soient avérés pour protéger. Donc, est-ce qu'il faut toujours, en protection de l'enfance, envisager le scénario du pire? Si le risque, il est construit, ça appelle une certaine subjectivité des différents acteurs. Donc, la subjectivité, mes travaux sur le risque m'ont amené aussi à élaborer sur la subjectivité du risque. Donc, l'aspect objectif est beaucoup plus petit que l'aspect subjectif du risque. Donc, on a un risque perçu aussi dans les interventions qu'on met en place. Et parfois, on a aussi peur de ce risque-là. Donc, comment on peut éviter de s'appuyer sur la subjectivité pour mettre en place le principe de précaution? Là est la question. Donc, c'est sûr qu'avant d'envisager des mesures de protection, il faut envisager sa posture, son rapport par rapport au risque. Alors, je vous poserai les questions. Quel rapport vous entretenez par rapport au risque? Quelle est votre tolérance au risque dans vos interventions? Est-ce que vous êtes riscophile ou plutôt riscophobe ou quelque part entre les deux, comme l'entend Grison? Il faut se poser la question pour savoir où on se situe dans cet environnement de risque-là. Mon deuxième point, vive le risque, en fait, en protection de l'enfance. Je ne ferai pas un long paragraphe sur l'idée que les mesures de protection, en fait, l'intervention en protection de la jeunesse, c'est des interventions complexes. Les choix que l'on fait dans l'intervention sont lourds de conséquences dans la trajectoire de vie des enfants. Et ce n'est pas anodin de parler de trajectoire. Je pense qu'il faut se permettre... Je suis encore trop près. Voulez-vous que je prenne l'autre? Comme ça? Je pense qu'il faut se permettre effectivement de voir à quel point les situations sont difficiles et comment ça peut être aussi difficile humainement de faire des interventions dans ces contextes-là. Donc, on travaille avec des familles qui sont en grande vulnérabilité. On travaille avec des familles qui vivent beaucoup de détresse sociale, qui sont aux prises avec des problématiques très difficiles. Donc, la prise de décision est nécessairement ardue et on a à composer avec des rôles d'aide, des rôles de surveillance, des rôles de contrôle qui ne sont pas toujours très faciles à marier, en fait, dans l'intervention. Je vais reprendre Steinhauer, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les situations en protection de l'enfance, ce sont des situations de moindre mal. Donc, on recherche quoi? On recherche la moins pire des solutions. Et la solution idéale, évidemment, en fait, la situation idéale ne se retrouverait pas dans les filets de la protection de l'enfance. Donc, le meilleur scénario d'intervention qu'on peut envisager, en fait, dans des situations de protection comme celle-là, présente nécessairement des risques à partir des situations qui sont vécues là, par les familles. Au niveau de la protection, très rapidement dire qu'il existe différents seuils de protection. C'est aussi socialement construit. Je ne vais pas avancer très longuement là-dessus. Et il y a aussi une notion d'acceptabilité du risque. Donc, quand vous déterminez d'une mesure de protection pour une famille, pour des enfants, pour des parents, vous êtes aussi confronté à votre niveau d'acceptabilité de ce risque-là. Donc, la frontière qui sépare souvent la prévention de la protection. Et cette acceptabilité-là, elle est nécessairement orientée par les valeurs, par vos propres valeurs évidemment, mais aussi par les valeurs et les normes sociales. Et encore une fois, je parlais de subjectivité à propos du risque. Donc maintenant, subjectivité par rapport à la protection, toute une autre série de questions à se poser. Donc comment voyez-vous les personnes avec qui vous travaillez? Comment vous vous représentez ces situations familiales-là? Quelles sont vos perceptions de la réalité?
Au-delà, mais incluant la perspective sociale, quel est votre seuil de protection et surtout, selon vous, quel est l'idéal à atteindre pour les situations familiales? Donc, évidemment, tout ça, en plus de l'aspect culturel et de l'aspect normatif de l'intervention, a un impact important sur l'identification des besoins. Parce qu'à partir du moment où on a évalué les risques, vient l'étape d'identification des besoins de protection pour les enfants. Et on a rapidement glissé tout à l'heure tout l'enjeu rattaché là, à l'identification des besoins. C'est clair qu'il faut être très attentionné sur la présence de la subjectivité, tant dans l'évaluation du risque que dans l'évaluation des besoins de protection. Et là, je ne suis pas une adepte de l'objectivité pure, j'y crois pas du tout en fait. Je pense qu'on peut objectiver une situation en s'éloignant quelque peu de la subjectivité, tout comme je considère que la majorité des professionnels prennent la meilleure décision au moment où ils sont appelés à le faire, mais dans le va-et-vient quotidien, il y a un danger réel de poser des balises qui sont appuyées sur la subjectivité, puis qui vont rendre faux ou à tout le moins inexacts les motifs qui vont justifier finalement les mesures de protection. Et là, dans la gestion du risque, on doit naviguer entre le trop et le trop peu, en fait. Pour l'instant, dans mes travaux, moi, je travaille principalement actuellement avec des professionnels qui sont en exercice en protection de l'enfance. Nos structures sont un peu différentes là, au Québec et ici, mais somme toute, le principe reste le même. Donc, je fais beaucoup de l'analyse de discours de ce que les professionnels disent de leur pratique, donc comment ils parlent de leur pratique professionnelle. Puis actuellement, je perçois un continuum de protection, en fait. C'est-à-dire que dans les mesures de protection qu'on va mettre en place pour la famille et pour les enfants, on est sur un continuum qui va de l'autodétermination au protectionnisme. D'un côté, des interventions de responsabilisation de la famille qui appellent d'un minimum d'intervention pour les professionnels et qui nous amènent à faire une gestion de risque qui est relativement souple. De l'autre côté, une surprotection des familles qui suggèrent des interventions de protection très serrées. Et si vous réfléchissez le moindrement à votre pratique, aux décisions que vous prenez quotidiennement, instinctivement ou intuitivement, si vous préférez, vous vous situez en quelque part sur ce continuum-là. Vous aurez compris que les extrêmes sont à éviter parce que d'un côté comme de l'autre, ça peut être tout à fait paralysant pour des familles. Entre le trop peu et le trop, bien, le défi, c'est effectivement d'atteindre un équilibre souhaitable, et cet équilibre-là, n'est pas toujours le même d'une situation ou d'une autre. Donc, vous avez un positionnement intuitif, instinctif, une place où vous êtes plus confortable sur le continuum d'intervention. C'est rattaché à de multiples facteurs, vos expériences, vos croyances très certainement, votre philosophie d'intervention, les orientations gestionnaires de vos établissements, les ressources disponibles, mais aussi parfois, sinon souvent, ça dépend des cas, votre insécurité ou votre trop grand sentiment de confiance. Donc, plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui influencent la situation elle-même, l'orientation que vous allez donner là, aux décisions qui sont prises. Encore une fois, je pense que c'est dans le questionnement qu'on arrive à se situer par rapport à tout ça, c'est-à-dire que si on a à questionner le risque, évidemment, dans la représentation qu'on a du risque, on a très certainement à se questionner sur la façon dont on envisage les mesures de protection. Et on passe parfois à côté des questions essentielles, c'est-à-dire des questions qui vont nous permettre de nous centrer plutôt sur le processus par lequel on va prendre la décision plutôt que sur la décision elle-même. Donc, est-ce qu'on doit protéger d'abord? Est-ce que toutes les situations qu'on rencontre nécessitent nécessairement des mesures de protection? Si oui, qui on doit protéger? Protéger quoi, en fait? Et si on protège, jusqu'où on doit aller pour éviter l'extrême droite du continuum de protection? Quelles sont les conséquences de ces mesures de protection pour les familles? Et encore, est-ce que les conséquences de l'intervention surpassent celles des conséquences des situations à risque? On le nommait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut intervenir? Si oui, maintenant ou plus tard? Et dans ce cas, jusqu'où attendre? Serait-il préférable de ne pas intervenir? Pourquoi et pour qui protégeons-nous? Et j'ai terminé, ne soyez pas étourdis. Et surtout, à quels besoins répondons-nous?
Donc, c'est, je pense, des enseignements des professionnels dans les 2 recherches que j'ai menées sur la protection de l'enfance m'apprennent que la question centrale est probablement celle-là, donc à quels besoins on répond quand on met en place en fait des interventions. Et sans vouloir vous bousculer, et je m'inscris dans cette perspective-là pour vous réconforter, je pense que comme intervenante, parfois, j'ai répondu aussi à mes propres besoins dans l'intervention et malheureusement, j'ai peut-être aussi répondu aux besoins de mon organisation. Donc, est-ce que c'est possible effectivement qu'au-delà de la protection de l'enfant, on puisse en arriver à prendre des mesures qui vont aussi nous protéger nous-mêmes dans l'intervention? Est-ce que c'est possible que dans les processus de prise de décision, on s'éloigne de la question centrale qui est finalement d'agir au mieux pour l'enfant et pour sa famille? Et là, on entre vraiment dans la perspective éthique et dans la recherche de sens des décisions que l'on prend. 3e point, apprivoiser l'incertitude. Il y a un auteur qui s'appelle Monroy qui dit « Nous en savons désormais assez pour être sûrs que nous ignorons très largement l'avenir ». Et je trouve que c'est tout le défi, le paradoxe de la prise de décision en protection de l'enfant, c'est-à-dire comment, dans un contexte comme celui-là, on peut finalement agir au mieux pour l'enfant et pour sa famille. Dans mes réflexions sur le risque, je suis passée moi-même de la gestion du risque. Donc, le livre dont Mme Sagor parlait tout à l'heure s'appelle « La gestion du risque ». Aujourd'hui, je l'appellerai plutôt la gestion de l'insécurité, parce que je pense qu'il y a des enjeux encore plus grands à gérer l'insécurité qu'à gérer le risque. Quand on gère le risque, ça insinue qu'on connaît les risques. Gérer l'incertitude, ça veut dire qu'on ne connaît pas un bon nombre, sinon une grande quantité de choses dans les situations qu'on rencontre. Donc, Bourgeault dirait à cet égard-là, il faut apprivoiser l'incertitude ou encore tolérer l'ambiguïté, ce qui n'est pas nécessairement très confortable pour un professionnel. Je suis passée aussi dans mes réflexions de la gestion de l'incertitude à la gestion de l'insécurité. Parce que c'est ce qui a été nommé finalement par les professionnels et gérer l'insécurité apporte un bon nombre de dangers dans l'intervention et c'est là, je pense, que l'exercice de conscientiser, je vous disais au début, je n'ai pas de recette magique, mais en même temps, la recette, c'est peut-être effectivement de mieux réfléchir nos pratiques. C'est là que l'idée de conscientiser devient essentielle finalement là, au processus de décision. Je vais mettre en lumière 3 éléments qui ressortent de la recherche que j'ai menée et qui peuvent nous aider effectivement dans le cadre de notre pratique pour les professionnels ou pour des organisations, donc qui peuvent nous aider à réfléchir le risque et les mesures de protection. D'abord, le rapport des professionnels à la situation, leur rapport au mandat de protection et finalement leur rapport au risque. Et pour certains, pour tous ces rapports-là, j'ai fait l'exercice pour la présentation et je vous remercie parce qu'effectivement, ça m'a fait avancer dans ma réflexion. Donc, j'ai fait l'exercice de situer aussi les prises de risque que ça comporte pour les professionnels. Donc, d'abord, le rapport à la situation. Et là encore, toute une série de questions pour vous, c'est-à-dire quel dialogue vous avez avec les situations que vous rencontrez pour vous rapprocher des réalités familiales que vous rencontrez? Est-ce que vous avez ce désir de dialogue-là? On a parlé en première plénière de l'importance du lien. Ça va aussi dans ce sens-là, de la relation, d'être avec. Comment vous comprenez les situations? Quelles sont vos représentations de celles-ci? Si vous en avez, bien sûr, quels sont vos préjugés ou vos préconçus par rapport aux situations que vous rencontrez, parce que cette rencontre-là avec la situation vous permet de construire le problème. Donc, il faut être le plus près possible des situations pour bien les comprendre et construire la bonne situation problème. Ça implique quoi? Ça implique le risque d'être, donc le risque de la relation avec l'enfant et avec sa famille. Ça paraît simple, mais c'est très complexe en fait. Ensuite, le rapport au mandat de protection, donc la représentation du mandat professionnel, comment vous le comprenez, comment vous le vivez. Quel est votre discours par rapport à ce mandat-là? Quelle est votre posture par rapport au mandat professionnel? Plus encore, est-ce que vous êtes seul mandataire de la protection des enfants? À qui appartient finalement cette responsabilité de protéger? Et que pensent les familles de cette protection? Et on a quand même peu de recherches qui nous permettent de voir quelles sont les représentations finalement des familles sur leur parcours ou sur les
parcours de protection de l'enfant. Je pense qu'il faut élargir notre conception du mandat de protection et en ce sens-là, ça implique le risque d'inclure les enfants et d'inclure les parents dans la prise de décision. Le troisième rapport, c'est le rapport au risque. Donc, ça demeure déterminant parce que ça oriente complètement la stratégie que vous allez déployer, les logiques que vous allez utiliser finalement pour déterminer des mesures de protection. Donc, on parle évidemment de tolérance au risque, de priorisation des risques aussi à certains égards. On parle des risques pour vous comme professionnels, mais des risques pour la famille, pour l'organisation, des risques sociaux. On parle de votre niveau de confort par rapport à l'incertitude et votre stratégie privilégiée de gestion de risque. Donc, ça nous amène à revoir le rapport au risque et ça conduit au troisième risque qui est le risque de douter. Et le risque de douter, ce n'est pas toujours gagnant d'essayer de vendre cette idée-là à nos organisations ou à nos structures parce que douter, généralement, ça signifie de ne pas connaître, donc de ne pas être capable. Alors que douter, pour moi, a une perspective vraiment très positive. Je vais terminer sur les 3 prises de risque que j'ai très rapidement énoncées. Le risque d'abord pour les professionnels, en fait, parce que prendre des risques pour l'intérêt de l'enfant, donc si on statue que notre sens premier dans l'intervention en protection, c'est l'intérêt de l'enfant, ça passe d'abord par la prise de risque des professionnels. Ensuite, on arrive à la prise de risque pour l'intérêt de l'enfant. Le risque d'être ou oser être avec les familles, donc ça fait le pont avec la mise en lien de tout ce qui a été nommé tout à l'heure. Ça implique de revenir en fait à la base de la relation d'aide. Dans relation d'aide, il y a relation et en protection, la relation vient certainement avant l'aide. Donc, est-ce que vous êtes en lien effectivement avec les familles que vous côtoyez? Ça implique aussi de ne pas se cacher derrière les processus ou les normes pour prendre ou pour justifier des décisions. Ça implique de s'afficher, de s'engager aussi dans l'intervention. Quand on prend ce risque-là, on risque d'accéder à la parole de l'enfant et à la parole des familles, et ça nous permet d'établir une confiance minimale. Et la confiance, c'est un élément primordial dans la gestion des risques. Plus de confiance nous permet plus de latitude, plus de marge de manœuvre dans la prise de risque et toujours dans l'idée de l'intérêt de l'enfant. Évidemment, il y a des défis, c'est-à-dire que la relation suppose un enjeu de transparence, un enjeu de cohérence pour les professionnels. On parle toujours de distance professionnelle nécessaire, mais pour moi, ce n'est pas paradoxal avec l'idée de créer des liens. Le risque d'inclure, impliquer les parents, impliquer les enfants dans l'analyse de la situation, de la prise de décision, partager avec eux sur les risques et la protection qui pourraient ou qui devraient être nécessaires. Qu'est-ce qu'on sait finalement du rapport au risque des familles? Donc, dans une optique de prise de risque, je considère que les familles ne peuvent pas être simples spectatrices de ce qui est en train de se passer devant eux finalement. Donc, l'enjeu réside évidemment à créer de l'espace pour les familles et les questions qui viennent avec ça, c'est est-ce qu'on est ouvert à cet espace-là? Est-ce qu'on veut partager l'espace avec les familles? Mais partager l'espace, c'est aussi partager la responsabilité et en ce sens-là, on voit les choses très différemment quand on réfléchit les mesures à prendre avec les familles. Le troisième risque, c'est le risque de douter et aussi le risque de réfléchir ensemble. Donc, est-ce que le doute, il est ami ou ennemi des professionnels? Douter, ça peut être à la fois positif et négatif, je le disais tout à l'heure. Je pense que le doute est ami dans nos prises de décision parce qu'il nous protège des certitudes, qui nous amène à ne plus voir la singularité de chacune des situations qui sont rencontrées. On n'a pas d'autre choix que de vivre avec un minimum d'incertitude en protection de l'enfance. Donc, ça demande un pas de recul ou un pas de côté, si vous préférez, si vous n'aimez pas reculer. Donc, ça permet d'identifier les tensions, d'identifier les paradoxes dans la prise de décision. Je vais terminer avec un très court exemple de ce qu'on fait actuellement dans l'accompagnement des professionnels dans la prise de décision dans la région où j'habite au Québec, parce que douter, ça implique nécessairement d'accompagner les professionnels dans la prise de décision. Puis il faut vendre à ce moment-là l'idée que réfléchir, c'est aussi agir.
dans le meilleur intérêt des enfants. Donc, on expérimente ce qu'on appelle des comités d'aide à la prise de décision. Ce sont des comités consultatifs, donc complètement à l'extérieur des processus décisionnels. Ce sont des comités qui sont constitués de professionnels, donc c'est un comité de pairs. Et l'objectif, je pourrais le résumer en fait assez simplement, l'objectif des comités, c'est de travailler ensemble à bien penser, donc à bien réfléchir les situations. On utilise une perspective éthique, donc un cadre de délibération éthique, parce qu'il faut élargir notre perspective dans les mesures de protection. Il n'y a pas que l'intervenant et l'organisation, il y a la loi, il y a les valeurs sociales aussi qui rentrent en ligne de compte. Donc, pendant 2 heures environ, on questionne la situation, on amène des pistes de solutions, on fait comme si la situation était un dé, on regarde chacun des côtés pour aider le professionnel, pour l'accompagner à prendre la meilleure décision possible. On développe de cette manière-là, et on est à 1 an et demi d'expérimentation, on développe une manière collective au sens de l'équipe, évidemment, au sens de l'organisation, mais aussi au sens du réseau partenaire, de penser les risques et de penser aussi les mesures de protection dans une analyse qui est plus globale des situations. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a comme valeur ajoutée pour les professionnels? C'est qu'il n'est plus seul avec sa situation, ce qui est probablement le plus grand défi en intervention de protection. L'intervenant a repensé, il a douté, il s'est repositionné ou au contraire, il a affirmé davantage sa décision. Il est surtout devenu plus confortable par rapport à la prise de décision. Et ça fait vraiment toute la différence quand vient le temps, effectivement, de défendre ou de justifier ou d'argumenter une décision ou seulement d'être capable de vivre cette décision-là. Évidemment, ça appelle les professionnels à se mettre à nu devant d'autres collègues, ce qui n'est pas nécessairement très confortable non plus, j'en conviens, mais c'est un exercice quand même qui amène à aller beaucoup plus loin dans la prise de décision et à répondre finalement de la question comment agir au mieux pour l'enfant et pour sa famille. Pour conclure, parce que je crois que je suis rendue là, donc pour conclure, qu'est-ce que c'est la gestion et la prise de risque? C'est des exercices délicats. Donc, j'ai illustré 3 prises de risque possibles. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, mais je pense qu'il faut garder en tête qu'il faut aller plus loin dans cette prise de risque-là que les cadres prescriptifs, hein, quels qu'ils soient. Il faut une réflexion éthique parce que la complexité et la singularité des situations nous amènent là. Il y a 2 mots-clés, en fait, que j'aimerais vous partager aujourd'hui. L'idée de partager la responsabilité et de partager la responsabilité aussi avec les familles et l'idée de réfléchir ensemble. Donc, vraiment, il faut se mettre à l'abri d'une réflexion en solitaire par rapport à la prise de décision pour être capable justement de partager les responsabilités et de partager le risque. Et quand on augmente le risque, généralement, un risque mesuré, je reprends l'expression tout à l'heure, mais quand on augmente le risque, normalement, on augmente aussi les possibilités. Je vais juste, si vous me permettez, juste une petite citation d'un collègue, il m'en voudrait parce que je lui ai dit qu'il le dirait, donc d'un collègue écossais qui travaille aussi sur le risque et qui dit, en fait c'est un verbatim de sa thèse qui dit « J'imagine que c'est comme marcher sur une corde raide. Parfois on se sent un peu en déséquilibre, parfois on est plus confiant. On cherche toujours à faire du mieux que l'on peut et on veut vraiment s'assurer que l'on est bien en train de protéger les enfants et de faire les bonnes choses. Et je pense que ce qui est le plus difficile, c'est sentir que ce n'est pas ce que l'on est en train de faire. Oui, c'est comme si l'on perdait pied. Je suppose que pour être un bon professionnel en protection de l'enfance, il faut être un bon funambule, il faut un bon équilibre. Alors, je vous remercie et bonne réflexion. Merci Annie. Beaucoup de questions, des éléments de réponse déjà de nos amis québécois. On va poursuivre dans les réponses plus pratiques sur la question du risque. On va aller voir comment on peut répondre, prendre plus de risques. Dominique Leclerc, vous avez exercé plusieurs responsabilités dans diverses collectivités.
Vous avez été notamment directeur général adjoint de la solidarité dans le Maine-et-Loire et dans la Sarthe. Non, dans le Maine-et-Loire peut-être pas. Si, voilà. Je te voyais faire, non. Et vous avez connu durant donc ces missions deux affaires très connues. Dans le Maine-et-Loire, la fameuse affaire de pédophilie d'Angers, puis dans la Sarthe, l'affaire Marina. On a beaucoup parlé déjà de l'affaire Marina au sein des assises l'année dernière avec la présentation du rapport du défenseur des droits. L'année d'avant, dans la Sarthe, précisément, où nous avions organisé les assises de la protection de l'enfance. Donc l'idée là n'est pas de revenir sur les faits de l'affaire Marina, donc, qui ont conduit à ce sort tragique pour cette petite fille, mais plutôt de voir ce que cette affaire a changé dans les pratiques dans la Sarthe, et notamment au regard de la question du risque. C'est à vous. Merci. Je ne sais pas si vous entendez là. Si c'est bon. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci à l'Audace de me donner la possibilité de revenir sur cette période très douloureuse et vous dire ce qui a changé dans notre regard et dans nos pratiques. Vous l'avez rappelé, ex-directeur général adjoint, en retraite active aujourd'hui. Je n'ai pas osé lever la main tout à l'heure, mais je fais maintenant partie des vieux dont on parlait. Mais le privilège de l'âge permet l'accumulation d'expériences heureuses ou malheureuses. Et c'est donc un retour d'expérience dont je vais vous parler. Vous avez rappelé les deux affaires de pédophilie et l'affaire Marina, auxquelles les départements de Maine-et-Loire et de la Sarthe ont été confrontés. Que ce soit à titre individuel pour les personnes qui ont eu à connaître de la vie des jeunes victimes, ou collectif pour les professionnels ou la population de ce département, cela a représenté un véritable traumatisme. Jamais dans mon imaginaire de directeur général adjoint, je n'avais imaginé me trouver face à des événements d'une telle ampleur. Et cet impact douloureux, je l'ai ressenti tout au long de ces années. 6 cette année pour l'affaire de pédophilie, 5 années pour l'affaire Marina. Et je l'ai ressenti très difficilement avec l'ensemble des professionnels concernés, dont certains sont dans la salle et que je tiens à saluer. Aujourd'hui, plusieurs années après les faits, je fais mien le rapport du défenseur des droits rédigé par Alain Grevaux, que je salue ici, ainsi que Madame Derain, qui a été publié en juin 2014 et qui revient d'une manière extrêmement équilibrée sur les failles du système de protection de l'enfance en Sarthe à cette époque et qui, hélas, ont abouti au drame que l'on sait. Ce que la crise a révélé, je vais vous donner quelques éléments. Tout d'abord, nous n'étions pas préparés à de telles difficultés. La crise a également révélé l'extrême fragilité de nos dispositifs et bien sûr, nous avons pris conscience que le risque zéro n'existait pas. Nous avons compris la nécessité de faire preuve d'humilité en évitant ce qu'on pourrait qualifier d'effet titanique lorsque nous avons des dispositifs qui nous paraissent extrêmement sécurisés, mais qui finalement apparaissent assez faibles parfois lorsque vous êtes confrontés au phénomène de violence familiale ou face à des familles qu'on pourrait qualifier de manipulatrices. Nous avons également mis en évidence la nécessité d'assumer l'idée de risque pour en faire une force. Également aussi l'idée de développer ce que j'appelle l'empathie vigilante à l'égard de profils de familles peu coopérantes. Et là, c'est sans doute un des éléments de la loi de 2007. Recueillir l'adhésion des familles, mais en même temps essayer de ne pas être dupe par rapport à la possibilité du danger. Également, malgré tous nos efforts, et encore aujourd'hui, je crois que
l'ensemble des départements est aussi confronté à des éléments de cette nature, c'est la difficulté de sortir des cloisonnements. Malgré notre volonté d'aller vers l'autre, d'ouvrir, de mettre des réunions, pour autant, lorsque chacun revient chez soi, eh bien c'est un peu le chacun chez soi et on verrouille quand cela est nécessaire. Un élément aussi auquel nous avons été confrontés, c'est la méconnaissance du grand public pour ce qui a trait à la protection de l'enfance. Et bien souvent l'impossibilité de faire passer nos messages, ce qui devient aussi difficile avec la réticence des professionnels lorsqu'il s'agit de parler de leur métier. Ils font un métier noble, mais ils ont beaucoup de mal à en parler. Prendre en compte également la question du temps, car le temps de l'évaluation ne sera jamais celui du passage à l'acte. Considérer également qu'une affaire comme celle du Mans, ou celle d'Angers, ou même Outreau, aujourd'hui dont on reparle, eh bien ces affaires-là, elles s'étalent sur plusieurs années. Et pendant ce temps-là, le travail des professionnels au quotidien continue. Ils ont besoin d'être soutenus dans leur exercice, ils ont besoin d'être valorisés dans leur exercice. Et alors qu'à côté, la campagne médiatique, bien souvent, se déchaîne et finalement souhaite aussi, d'une certaine façon, les clouer au pilori. Et puis enfin, un élément important, souligné de manière extrêmement forte dans le cadre du rapport d'Alain Grevaux, c'est l'impérieuse nécessité de conforter les partenariats locaux. Voilà ce que la crise a révélé. Maintenant, je vais vous parler de l'évolution des pratiques à la suite de cette affaire. Tout d'abord, je reviens encore pour souligner auprès de vous quelques mots sur l'émotion. Quand je dis terrible épreuve, c'est véritablement quelque chose de l'ordre du tsunami que nous avons vécu, qui nous a profondément marqués, choqués, blessés, meurtris, parce que nous étions un service de protection de l'enfance dont la mission première était de protéger un enfant, et cet enfant est décédé dans des conditions atroces. Vous imaginez bien évidemment que les questions posées par la société, nous nous les sommes posées. Qu'avons-nous fait? Sur quoi avons-nous failli? Cette affaire aussi a mis en évidence un très fort sentiment de culpabilité, un sentiment de vulnérabilité et surtout un sentiment de solitude, identique sans doute à ce qu'ont vécu récemment d'autres départements. Il est un fait que lorsqu'une affaire de cette nature surgit dans un département, la collectivité qui a à subir cet événement, eh bien finalement se retrouve très seule et elle a besoin de rechercher des contacts, des soutiens qui lui permettent aussi de continuer d'avancer. La vie professionnelle, même si c'est monstrueux ce qui s'est passé, la vie professionnelle ne s'arrête pas à ce moment. Elle continue et doit continuer. Et je l'ai dit tout à l'heure, tout cela durant une période de 5 années. Pour autant, face à l'événement, nous avons décidé de réagir. Nous avons décidé de relever la tête et de comprendre. Notre président du Conseil général, à l'époque, a souhaité que soit diligentée en interne une évaluation qui a mis en évidence quelques éléments forts dont je vais vous faire part. Le premier, c'est l'interprétation de la loi de 2007. Alain Grevaux, dans ce rapport, parle des espaces incertains de la loi de 2007, des zones d'ombre de la loi de 2007, et indiscutablement, ce qui a été mis en évidence, ce sont des éléments de cette nature. Tout d'abord, autour de la notion de danger, qui à cette époque était insuffisamment appréhendée par les professionnels. La question du vocabulaire aussi entre information préoccupante et signalement. Question toujours qui revient toujours, encore aujourd'hui, dans tous les départements. La nécessité aussi, qui était la nôtre, suite à cette évaluation, de renforcer la cellule du signalement, à la fois pour la centraliser, renforcer la pluridisciplinarité,
en ajoutant des compétences supplémentaires d'ordre psychologique, d'ordre médical, éducatif, afin de croiser les regards. Et puis que cette cellule puisse assurer une permanence de la réponse, c'est-à-dire être en quelque sorte en lien très régulier avec notamment le parquet. Dans le cadre de cette évaluation interne, ou plutôt une de ses conséquences, a permis très rapidement, dès 2009, de mettre en place une unité médico-judiciaire avec d'autres partenaires destinée à recueillir de la meilleure façon possible la parole d'un enfant meurtri. Et puis un élément important que nous estimons novateur, même si du temps a passé depuis, c'est la mise en place, en lien avec l'hôpital, d'une plateforme de coordination. Cette plateforme de coordination, directement reliée à la cellule, se réunit tous les mois au sein de l'hôpital, pilotée par l'hôpital, et analyse les situations qui ont transité par l'hôpital. Je veux dire les situations à risque pour lesquelles il y a questionnement. Et donc cette cellule évalue les éléments avec ou sans la famille. Donc un élément très important. Et puis cette évaluation interne, même si nous avons progressé sur le moment, a mis en évidence aussi la nécessité de renforcer les partenariats. Nous avions déjà un certain nombre de protocoles, mais on le sait tous, le protocole c'est un acte écrit, mais ce qui compte c'est l'action, l'agir, et il faut faire vivre le protocole. Donc une évaluation interne qui, dès 2009, s'est mise au travail à destination de l'administration, mais également de l'externe aussi, pour témoigner que nous étions capables aussi de regarder, de nous remettre en cause. Également, relever la tête, je disais tout à l'heure, avec une position ouverte, avec l'idée de s'ouvrir à l'autre et de ne pas rester enfermé dans les difficultés qui nous étaient renvoyées. Ainsi, dès 2011, nous avons organisé sur la Sarthe, avec l'ensemble des partenaires et institutions concernées, une première réunion dite journée interinstitutionnelle destinée à débattre des questions autour de la protection de l'enfance et destinée aussi à s'approprier la première version du protocole qui, dès 2010, en lien avec le parquet, avait été signée. En 2013, nous avons reproduit cette journée interinstitutionnelle autour des questions de la bientraitance, en essayant de les élargir au-delà du monde de l'enfance, mais en considérant que la question finalement du bien-être, elle concerne l'enfant, mais elle concerne aussi l'adulte. Et donc cette nécessité d'aller plus large, d'intervenir de manière plus large. Et puis enfin, en 2013, nous avons accueilli, et c'était une volonté forte du département, nous avons accueilli les 6e assises de la protection de l'enfance, dont l'objet a été rappelé tout à l'heure, mais pour lequel nous avions une conviction, c'était que nous n'avions aucune vérité, mais nous souhaitions débattre avec vous, comme aujourd'hui, des difficultés liées à la protection de l'enfance. Et puis, dernier élément, dans la question de la posture ouverte, nous avons accueilli avec véritablement beaucoup de force, je le crois, la mission du défenseur des droits, avec la demande ou la mission qui a été confiée par Madame Derain à Monsieur Grevaux, et avec lequel nous avons, je crois, travaillé de façon tout à fait positive. Et en parallèle, en lien avec l'audace, un audit technique a été mené dans nos services pour nous aider aussi à clarifier et à repositionner nos dispositifs. Donc, je disais, réagir avec relever la tête et comprendre, posture ouverte, mais également un portage institutionnel extrêmement fort et volontaire, à la fois du côté du parquet, mais à la fois du Conseil général. Du parquet avec la volonté de la procureure de l'époque et du Conseil général avec le président du Conseil général qui a missionné le directeur général adjoint que je suis et ses services pour piloter finalement ce portage interinstitutionnel avec un comité de pilotage régulier qui se réunit encore aujourd'hui, avec la participation des professionnels concernés, des autres magistrats, de l'hôpital, de l'éducation nationale,
avec en clair l'idée de créer un partenariat en confiance avec l'ensemble des institutions. Quand je dis cela, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Un protocole, comme je le disais, peut être un très beau document qu'on laisse sur une table, mais pour autant, il faut le faire vivre. Et ça n'est qu'au quotidien, ça n'est qu'avec une confiance établie que les choses peuvent s'inscrire dans la durée. Avec une nuance de taille, ceci dit, c'est que s'agissant des magistrats notamment, et si l'on parle du parquet, eh bien, la procureure avec laquelle j'ai pu travailler est maintenant partie. Arrive un autre procureur ou d'autres magistrats pour le domaine des magistrats pour enfants. Et parfois, les professionnels ont le sentiment qu'il faut à nouveau remettre les choses sur la table, à nouveau passer du temps pour créer les conditions d'une confiance forte. Oui, je vais accélérer un peu. Aujourd'hui, la recherche de responsabilité sur le plan pénal à l'égard des institutions n'a pas abouti. Mais elle n'est pas restée sans effet sur notre remise en cause et nous a conduit, Conseil général et justice, à faire évoluer notre système de protection et l'articulation des acteurs. L'idée générale était de sécuriser notre dispositif autour de quelques axes que je vais reprendre là rapidement parce que le temps tourne. Le premier temps, c'est le temps de l'évaluation. L'évaluation à 3 mois, dont il est question effectivement dans la loi de 2007, eh bien, nous avons souhaité avoir 3 temps, un temps qui soit lié à l'urgence, un peu à l'image de ce qui existait à disposition des magistrats, qui est le recueil de ce renseignement socio-éducatif et qui permet, dans une période de 15 jours, de pouvoir évaluer l'urgence d'une situation. L'évaluation à 3 semaines que nous avons mis en place pour évaluer très rapidement la notion de danger. Et puis l'évaluation à 3 mois qui, elle, s'inscrit plus dans l'idée à la fois de regarder les possibilités de vie au sein de la famille et puis le contexte de vie de l'enfant. Un accueil 72 heures en urgence en cas de défaillance de l'autorité parentale. Et puis, élément tout à fait important que j'ai déjà évoqué, un protocole de coordination revisité à 2 moments, c'est-à-dire en 2010 et réactualisé suite au procès en 2012. Ce protocole souligne la nécessité d'un engagement fort des professionnels. Il crée des outils communs autour des éléments indiqués dans la loi de 2007, à la fois sur les questions de danger, sur les questions de subsidiarité, sur les questions d'informations préoccupantes et de signalement. Et puis, le protocole revient sur les questions de procédure, à la fois sur le rôle de la cellule pour indiquer la nécessité d'avoir une cellule qui soit en quelque sorte un peu donneur d'ordre, c'est-à-dire celle qui va déterminer la demande, mais qui va aussi envoyer un souhait de questionnement sur les territoires et puis récupérer cela pour le mettre en lien avec le parquet. Également, nous avons souhaité, dans le cadre de nos pratiques, réaffirmer la place de la visite à domicile. Aller au domicile de l'enfant ou de sa famille, nous considérons que ce n'est pas intrusif. Il nous semble que c'est prendre quelques précautions élémentaires d'usage, car comment accompagner si l'on ne connaît pas bien l'environnement de la personne ? Et puis enfin, développer le temps de contact avec l'enfant en rééquilibrant le temps administratif avec le temps éducatif. Et puis faire évoluer nos pratiques, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'analyse de la loi de 2007, c'est-à-dire travailler sur les espaces incertains, sur ces clarifications, notions de danger, subsidiarité. Je veux souligner un dernier point qui me semble tout à fait important dans la question du partenariat avec les magistrats, c'est notamment le développement des formations interinstitutionnelles, puisque nous avons travaillé, mis en place une première expérience d'accueil d'auditrices de justice au sein du Conseil général, et nous en avons tiré le bilan, et les retours extrêmement positifs nous conduisent à faire en sorte, avec le tribunal de grande instance, de généraliser cet accueil, si bien qu'au cours de l'année 2016, il est vraisemblable que nous pourrons accueillir des auditeurs de justice pour une période peut-être de 4 à 5 semaines, où ils viendront s'imprégner du fonctionnement d'un conseil général et de la mise en œuvre de la protection de l'enfance sur le territoire. Voilà très rapidement, j'aurais bien d'autres choses à dire, mais il nous reste encore beaucoup à faire et je ne doute pas de l'engagement des professionnels pour y arriver. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Leclerc. Votre témoignage était d'autant plus touchant qu'au fond, c'est la première fois qu'on vous entend aux assises, je voulais le dire, alors qu'on a beaucoup parlé de l'affaire Marina, on a beaucoup travaillé dessus au cours des assises, et c'est la première fois que vous êtes là en tribune à en parler, donc c'était très touchant, merci. On aurait voulu aller plus loin, mais on est pris par le temps, comme toujours. Mais au fond, ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'aujourd'hui, vous partagez davantage les risques entre institutions. Je me tourne maintenant vers Xavier Pidou, juge des enfants. Pour vous, le risque, c'est quoi? Comment l'appréhendez-vous? Qu'implique-t-il? Bonjour. Oui, la question, je vais essayer de l'aborder du point de vue du juge des enfants, c'est-à-dire celui qui est seul face aux autres, en m'interrogeant pour savoir si cette solitude, elle est aussi réelle que ça. Les questions, on peut commencer à les balayer. Prenons-nous trop de risques? Osons-nous prendre des risques, voire tous les risques? Y a-t-il une vie sans risque? Pouvons-nous nous assurer contre le risque? Peut-on prendre des risques pour les autres? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'un risque? Pour essayer de travailler, j'ai gardé une définition très classique du risque, qui est une tentative d'action dans l'incertitude de son résultat. Pouvons-nous, vous et moi, lorsque nous travaillons ensemble, oser agir sans garantie de succès? Pouvons-nous, malgré cette incertitude, quand le résultat de l'action concerne l'autre, pouvons-nous agir dans des conditions lorsque cela concerne l'autre et l'enfant en particulier? Alors j'aimerais introduire mon propos en vous lisant un très très bref passage d'un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre de Russell Banks, Le lointain souvenir de la peau, où l'auteur évoque la relation entre un enfant, le kid, et sa mère. Je cite. Au fond d'elle-même, elle l'aimait peut-être encore. Cela arrive que des gens aiment quelqu'un dont ils paraissent ignorer l'existence. Mais c'était le genre de personne pour qui l'amour n'est qu'un mot, accompagné d'une inflexion de voix et d'un ensemble préétabli d'expressions du visage et de mouvements du corps. Tant qu'elle employait le mot, prenait le visage requis, et donnait les accolades, les baisers, et tout ce qui était exigé de son corps pour valider l'emploi du mot, elle croyait aimer son fils, comme elle croyait être amoureuse d'un bon nombre d'hommes. Je trouve que ce bref texte, qui marque la lucidité cinglante d'un enfant sur le comportement de sa mère, est un contre-exemple magnifique, un point noir absolu. Le refus maternel de tout risque, ou l'absolue nécessité de ne jamais accepter le moindre engagement, ni la moindre part de responsabilité, deux manques adossés à la glorieuse satisfaction égoïste de bien faire et de faire bien. Comment ne pas reproduire cette impasse du point de vue du juge des enfants? Je vous proposerai rapidement deux réflexions, deux axes de réflexion. Le risque pour l'autre, ou l'engagement de la la nécessité de l'engagement, excusez-moi, le risque avec l'autre, ou la nécessité de la responsabilité. Le risque pour l'autre, l'autre étant bien entendu l'enfant. La mère du kid le voit sans le reconnaître, elle l'aperçoit, et elle retrouve l'enfant sans mieux le connaître. Le stimuli visuel provoqué par la présence de l'autre, l'enfant ou l'amoureux, provoque une stimulation émotionnelle qui conduit à une posture. Elle croit aimer, mais elle aime sans reconnaître l'autre. Elle s'aime se voir aimer. Et je vais oser un parallèle avec le temps de l'audience. Parce que le temps privilégié de la rencontre, c'est le temps de l'audience. Or, l'audience, qu'est-ce que c'est? C'est déjà voir l'autre. Voir l'enfant et voir la famille. La première audience, c'est le temps de la première rencontre, celle de la prise de connaissance. C'est sans doute pas
un moment à grand risque, dans la mesure où il ne s'agit, à mon sens, pas encore d'agir, mais de connaître. Il faut se donner les moyens de commencer à connaître l'autre, puis on verra. Et on verra lors des audiences successives qui sont les moments de la reconnaissance de l'autre, dans sa singularité. Et c'est là que le risque grandit, à mon sens, car cette fois, il faut juger, c'est-à-dire définir le cadre de l'action pour l'autre. Or, l'audience est toujours marquée par un déséquilibre intrinsèque majeur. Le juge cherche à connaître l'autre, je viens de le dire, puis va agir, mais cette connaissance et les moyens mis à la disposition de cet objectif ne sont pas réciproques. Bien sûr, et vous en conviendrez tous que lorsque vous assistez aux audiences, l'enfant et sa famille tentent de percevoir les contours de la fonction du juge et la personnalité de celui qui l'incarne. C'est incontournable. Mais l'inégalité des forces en présence est flagrante, dont la manifestation ultime et caricaturale est la crainte du placement de l'enfant. Et c'est sans doute sur ce déséquilibre que repose l'intensité du risque dans la relation particulière du juge à l'enfant. Je vais proposer 3 façons ou 3 idées pour lutter contre cette idée, contre ce déséquilibre. Je crois qu'en premier lieu, le déséquilibre des forces en présence impose au juge qu'il le reconnaisse et qu'il recherche une authenticité de sa parole et de son engagement. Il ne s'agit pas de méconnaître ou de niveler les différences de place et de rôle. Bien au contraire, puisqu'il est évident que c'est l'enfant qui supporte la majeure partie des conséquences de la décision du juge, et pas l'inverse. Mais l'authenticité de la parole et de l'engagement du juge doit permettre à l'enfant et à ses proches de reconnaître qu'il prend avec eux sa part dans l'incertitude du résultat. J'y rajouterai une deuxième notion, suffisamment classique pour ne pas m'y arrêter trop longtemps. Le déséquilibre des forces en présence conduit nécessairement à la reconnaissance de la singularité de l'autre, ignorante le plus possible des a priori et des modèles trop simplistes. Le risque n'est pas seulement général, il est individuel et il touche différemment chaque membre de la famille, voire de la fratrie. Ce déséquilibre provoque enfin une interrogation, à mon sens, fondamentale sur le sens de la liberté de l'autre. Elle doit être l'obstacle absolu et ultime à la dérive du juge qui pourrait s'aimer, se voir aider l'autre. L'idée de la liberté issue de la Révolution française, où les limites de la liberté de chacun sont fixées par celles de l'autre, me semble plus du tout suffisamment adéquate. Je suggère d'accepter, et ça a déjà traversé toutes les discussions jusqu'à présent, une autre idée, une réflexion plus contemporaine, où la liberté se nicherait non plus dans une opposition de droit, mais au cœur des relations interpersonnelles. La nécessaire dépendance des actions des uns et des autres, dans le respect de soi et de l'autre, crée un mouvement d'aller-retour permanent, apte à offrir le sens d'une action commune. Les rôles ne sont pas les mêmes, mais l'objectif d'une plus-value de bien-être réciproque est partagé. Le risque, à mon sens, n'est plus uniquement un obstacle qui fait peur, il devient une réalité qui ouvre au débat et à une action en permanence revisitée. Voilà, je crois que, pour aller très très vite, parce que j'ai promis d'être bref, le cumul de ces 3 impératifs pourrait répondre aux enjeux principaux d'un risque pour l'autre, le risque du juge pour l'enfant. Alors, il ne peut pas y avoir que le risque pour l'enfant, parce que dans le bureau du juge, il n'y a pas que l'enfant, mais il y a aussi vous, les travailleurs sociaux, les travailleurs médico-sociaux. Et à ce moment-là, il faut travailler l'idée du risque dans son pendant avec les personnes que je vais mandater. La problématique, bien entendu, n'est plus la même.
dans la mesure où votre positionnement, le positionnement des travailleurs sociaux, est tout autre, à la fois lors de l'audience et dans la réalisation de l'action éducative consécutive au jugement. La logique institutionnelle conduit le juge non seulement à prendre des risques pour l'autre, mais aussi à agir avec vous, puisque je vous mandate. Cette obligation de la responsabilité partagée ne me semble pas simplement un a priori. Et je pense que pour qu'elle soit valable, elle doit rester une réalité permanente, car elle commande une action commune mais risquée pour l'enfant. Je souhaiterais donc à partir de là mettre en exergue de cette question 2 points qui me semblent d'une actualité certaine, et le dernier intervenant vient aussi de nous le rappeler. Le premier a trait à la complexité croissante des actions à mener, donc des risques encourus. La recherche d'une solution unique qui mettrait en jeu le juge, la famille et le travailleur social dans une triangulation fermée est de plus en plus souvent une illusion. Les catastrophes inhérentes aux prises en charge en cascade de mineurs par différentes institutions nous sont trop familières et trop difficiles à gérer pour négliger les apports d'un travail éducatif en réseau. Alors c'est pour ça qu'à l'instar d'autres départements, de très nombreux autres départements, le département de Vaucluse, où je travaille, en septembre 2014, a signé un protocole pluripartenarial concernant la prise en charge des adolescents les plus difficiles. Il a été signé par le Conseil général, il a été signé par la protection judiciaire de la jeunesse, il a été signé par le secteur hospitalier de pédiatrie, le secteur hospitalier de pédopsychiatrie, les représentants des différentes associations habilitées et les 2 tribunaux de grande instance du département. Je crois qu'il a d'intérêt parce qu'il officialise la nécessité de croiser les compétences et de partager des savoirs, et surtout parce qu'il compense une limite de la loi. En effet, si on accepte certaines circulaires, mais qui sont des circulaires de ministère à ministère et pas des circulaires globales, je n'ai pas trouvé de texte qui impose un travail entre partenaires. Or, l'accord du protocole oblige à une responsabilité partagée qui dépasse très largement le cadre du seul mandat judiciaire. Il saisit potentiellement toutes les instances de toutes les institutions en relation avec la famille par le biais d'un comité technique et le biais des commissions à décision difficile. Et je crois qu'il repose, vous l'avez compris, sur une hypothèse que l'on vérifie de plus en plus. La co-responsabilité face au risque concourt à une meilleure garantie du résultat pour l'enfant. Mais dans ce contexte, et deuxièmement, parce que je suis juge et que c'est de cette place-là que je dois parler, quelles conséquences cette co-responsabilité entraîne-t-elle pour le juge? D'une part, et il est important de l'affirmer parce que ça me semble être une garantie fondamentale pour l'enfant, l'impérium du juge n'est pas soluble dans la responsabilité élargie. Le principe du contradictoire reste l'exigence ultime. Le juge est le garant que rien ne sera possible sans l'enfant et la famille, et il doit convoquer à l'audience, c'est-à-dire boucler la boucle, voir, rencontrer et reconnaître. Toutefois, les demandes adressées au juge, à mon sens, évoluent surtout dans les situations complexes. Il s'agit moins pour lui de proclamer une solution globale et définitive que de définir des lignes d'action qui font référence pour sortir du chaos. Qu'ils disent quels sont les axes de travail pour l'enfant avec les travailleurs sociaux. Qu'ils provoquent une action après avoir entendu chacun et qu'ils permettent d'avancer en limitant l'incertitude du résultat. Le débat de l'audience, à mon sens, guide une action où le risque pris fait moins peur. D'autre part, la question évoquée plus haut de la liberté de la famille se repose aussi, et dans les mêmes termes, je crois, pour les travailleurs sociaux, et elle prend à partir de là un aspect très particulier qui est celui de la liberté pédagogique des travailleurs sociaux. Et ça me semble être quelque chose qu'on oublie trop souvent dans nos débats, et notamment dans les rapports entre les travailleurs sociaux et l'institution judiciaire. Il y a certes la force du jugement, mais il y a aussi, et de façon extrêmement
productive à mon sens, la liberté pédagogique des travailleurs sociaux. Parce que ce qui se vit dans le cadre de la confiance, du dialogue et de la bienveillance me semble beaucoup plus intéressant que ce qui se vit dans le cadre du contrôle. Voilà. Je vous ai proposé très très vite, j'en suis bien conscient, c'est presque caricatural, quelques pistes de réflexion. Donc je voudrais conclure, et je voudrais conclure en disant que l'erreur et la faute ne sont pas du même ordre que le risque. L'incertitude d'un résultat n'est pas comparable à la négligence qui conduit à la catastrophe ou à la volonté de nuire. Et la différence est importante du point de vue éthique et surtout du point de vue de nos responsabilités professionnelles. Ce qui se développe inconsciemment dans l'esprit de la mère du kid et qui l'a conduit à une posture inadéquate ne peut pas être agi en toute conscience par vous et par moi. En effet, je crois qu'il n'y a pas de risque dans l'imposture. Le résultat est absolument certain. En revanche, il y a de la vie dans le risque, car l'avenir est toujours incertain. Merci. Merci, Monsieur Pidou. Là encore, on aimerait vous poser des questions. Malheureusement, on est pris par le temps. On a déjà plusieurs minutes de retard sur la table ronde suivante. Nous allons terminer cette table ronde et Madame Van der Borch, je vais vous demander d'être vraiment faire au mieux pour une intervention très courte. Vous êtes, 2 mots de présentation, vous êtes psychologue clinicienne. Vous travaillez avec l'Université de Louvain en Belgique et vous intervenez dans de nombreuses institutions pour accompagner le changement, notamment en termes de management, sur ces questions de confiance, de travail partagé, de prise de risque partagée. C'est à vous, 5 minutes si vous pouvez. 5 minutes hein. Ah là là. Je vais quand même vous dire bonjour, même si on pense plus à se dire au revoir que bonjour à cette heure-ci, mais voilà. Et merci d'être ici. Alors, je vais reprendre le point de vue, au fond, des travailleurs, parce que je pense aussi que travailler avec les travailleurs, aider à ce qu'une structure soit assez bonne, juste assez bonne, suffisamment bonne, eh bien, c'est très important pour les jeunes qui y sont accueillis. J'ai un peu de difficulté avec ma voix parce qu'elle ne porte pas très bien, donc si vous pouviez avoir la gentillesse de me dire si c'est audible. Le docteur Bensoussan nous a rappelé la première chose importante pour un enfant, c'est qu'il a besoin de l'autre et des autres pour grandir. Et pour moi, ça correspond à la définition de la coopération. On a besoin de l'autre et des autres pour fonctionner ensemble et pour travailler. Et c'est entre autres ce que je soutiens dans un petit écrit qui s'appelle « Travailler ensemble en institution ». Donc, la coopération est un art, c'est très difficile en fait de travailler ensemble, de travailler avec ses collègues. Et pour ça, il faut toute une série d'éléments pour qu'on puisse y arriver. Car la coopération devient un effort exigeant si le cadre est incertain, flou, et si le tissu social est distendu et peu fiable. Alors à ce moment-là, plus importante sera la tendance au retrait, au repli sur soi et au développement de pratiques isolées. Donc je vais entrer assez vite dans l'histoire d'une institution que j'ai eu l'occasion de suivre, et en rappelant aussi que quand je me suis posé les questions, à quelles conditions est-ce qu'une institution peut prendre le risque de supporter la prise de risque, l'image m'est venue de ces palais vénitiens magnifiques qui en fait reposent sur des troncs d'arbres, sur des pieux qui sont enfoncés dans la lagune. Et je trouve que c'est très important de rappeler que, comme travailleurs, on a besoin effectivement de ce soutien, de ce portage qui nous amène, chacun de nous, à relever le défi d'avoir à faire face et à affronter des situations difficiles et parfois de très lourdes responsabilités professionnelles. C'est ce niveau archaïque en nous, de ce qui fait sécurité pour nous et sans lequel nous risquons d'être confrontés au déséquilibre, à la peur d'agir ou la peur de perdre, que ce soit notre dignité, notre estime de nous-mêmes ou carrément notre place professionnelle.
Alors, une petite histoire d'institution. C'est une institution que j'ai eu l'occasion de suivre depuis 2002. Donc, ça fait un bon moment, 14 ans. C'est un établissement qui est établi au Luxembourg et qui a été constitué à la fin du 19e siècle. Donc, c'est aussi l'histoire un peu d'un processus, mais je vais rapidement passer. Qu'au départ, c'était un asile pour nettoyer les rues des pauvres, des malades et des vagabonds, adultes et enfants confondus. En 1901, les enfants ont été séparés des adultes, c'est déjà ça. Et puis, en 1970, les foyers d'accueil des enfants ont été délocalisés vers la périphérie de la ville. Il y a eu un directeur qui a fonctionné, qui était instituteur, et qui a reçu cette place de direction en récompense des services rendus à la nation pendant la guerre de 40. En novembre 2002, le directeur fondateur décide de prendre sa retraite et un nouveau directeur va se présenter. C'est un des psychologues cliniciens de l'institution qui va se risquer à prendre cette place, d'autant plus difficile qu'il était dans cette institution depuis 20 ans et donc en 20 ans, on a un certain compagnonnage avec ses collègues et donc ils se tutoyaient tous. Et le directeur précédent a mis 6 mois à partir. C'était vraiment très difficile pour lui. Donc, l'investissement de ce rôle de directeur n'a pas été très facile. Je voulais vous parler de quelques éléments de constitution d'une nouvelle vie dans cette institution, qui est à la fois due à la place qu'a pris ce directeur-là, mais également à la maturité des professionnels avec lesquels il travaille. Je vais simplement les nommer. Il y a eu la constitution d'un conseil de direction, par exemple, qui a particulièrement changé le mode de direction précédent, qui était au fond du directeur, qui était entouré par je vais appeler ça un bouclier, formé par les assistantes sociales. On a très peu de temps sur l'historique. Si vous pouvez... Alors, je passe sur l'historique. Voilà. Oui. Et donc, je viens à vous parler d'un dispositif institutionnel, parce que moi, je crois beaucoup aux pratiques de l'institutionnel. Je pense que c'est un outil toujours à réfléchir et à repenser. Et donc, je vais parler de ce qui s'est appelé dans une autre institution dans laquelle j'ai travaillé, qui s'appelait le groupe de recherche en pédagogie de l'institution. Et que cette institution dont je vous parle, dont j'ai un peu initié l'histoire, ça a décidé d'appeler ce type de travail l'atelier de réflexion institutionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier de réflexion institutionnelle? Eh bien, c'est un lieu où on peut penser ensemble. À quelles conditions? D'abord, il faut que ce soit un lieu qui est non décisionnel. C'est-à-dire, on ne peut être dans une position de réflexion que si on n'a pas en même temps à réfléchir et à agir tout de suite. Donc, c'est un lieu de réflexion qui est non décisionnel, mais qui reste en lien avec les autres instances où les décisions se prennent. C'est un lieu où c'est important d'avoir un tiers qui n'est pas membre de l'institution, ce qui permet à chacun, y compris le directeur, de garder sa place et de ne pas avoir à gérer le contenant de ce groupe. Et donc, les participants décident ensemble des thèmes à travailler, que ce soit l'aménagement du projet pédagogique, la création d'une nouvelle structure, la création d'un conseil des enfants, etc. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il y ait une prise de notes très soignée, puisque sont présents dans cet atelier de réflexion institutionnelle à la fois chaque fonction et un représentant par fonction, mais également un représentant par unité de vie. Donc c'est un peu croisé entre les statuts et effectivement les fonctions pragmatiques. En tout cas, je peux vous parler des effets de ce type de structure, d'invention et de création institutionnelle. C'est que ce qui est vraiment visible, c'est que les processus relationnels changent en termes d'articulation, de participation, de transversalité, de transmission également, de créativité collective et de partage de savoir. C'est un peu rapidement dit, mais vous êtes obligés de me croire. Voilà, parce qu'en fait, on a parlé de management, mais on ne peut pas manager la complexité, ce n'est pas possible. On l'a déjà dit ici aussi,
La qualité même d'un phénomène complexe est d'être incomplètement maîtrisable. Donc nous sommes dans l'incertitude, dans les bifurcations, l'imprévisibilité. Il s'agit donc de faire avec la complexité, allier le cadre et la créativité, l'ouverture et la sécurité, l'intelligence, le désir, le souci du bien commun. On ne peut tout prévoir dans un système ouvert et évolutif. Ben voilà, je vais m'arrêter là. Les questions. Allez-y. On va essayer d'en prendre 3 et de vous donner les questions en termes de remarques, étant précisé qu'on en a mis un certain nombre de côté pour les traiter dans les ateliers demain matin et qu'on va en faire une synthèse plus complète ce soir. On a beaucoup de questions qui sont très intéressantes. On a en particulier une question sur ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du lien, la primauté qui est faite au lien parent-enfant qui aboutit parfois à des situations d'instabilité très importantes pour les enfants, par crainte exposée du risque de rompre la relation. Et comment on concilie également la prise de risque indispensable et ce qu'on appelle dans certaines questions l'inflation des protocoles. Par ailleurs, quelle est la prise de risque possible pour les assistants familiaux et plus largement pour tous les professionnels de la protection de l'enfance? Quel est aussi le partage possible de cette responsabilité? Quelle est la protection qui peut être apportée? Quel accompagnement et quel rôle pour le management dans cette prise de risque? Et des remarques intéressantes, en particulier sur le risque qui serait de s'engager personnellement et en faisant cela, accepter d'être bousculé et de s'attacher pour l'ensemble des professionnels. Par ailleurs, comment éviter les conflits entre les intérêts de l'enfant, les intérêts des professionnels et les intérêts de l'institution qui ne sont pas toujours égaux et pas toujours effectivement à égalité. Il faut réussir à supporter la subjectivité dans les situations et les erreurs qui sont commises, en tirer des leçons. Une question que je vais citer in extenso, pourquoi ne pas généraliser les mesures qui ont été appliquées au Conseil départemental de la Sarthe à l'ensemble des départements? Pourquoi faudrait-il toujours attendre un drame pour agir? Et pour finir, parce que j'ai très peu de temps, une remarque d'un des participants, c'était à l'attention de M. Pidou en particulier. Pourquoi on appelle un juge des enfants alors qu'on pourrait quand même l'appeler juge des parents? Et je termine là-dessus. Oui, les questions sont bien plus intéressantes, je dirais, que les premières. Vous nous aviez dit, là vous en recevez de nombreuses, et effectivement il faudra les utiliser. Comment? C'était l'amorçage. La spontanéité de Jean-Louis. Non, c'est une manière de vous proposer un nouveau deal, c'est-à-dire qu'en fait, nous ayons le plaisir d'écouter Madame Rossignol, secrétaire d'État, chargée de l'enfance, de la famille notamment, de venir nous parler de ses propositions avant la dernière table ronde, tout simplement pour éviter ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire la frustration ressentie par Madame Van der Borg compte tenu des contraintes horaires du ministre, puisque le ministre doit repartir par le train de 18h, je crois. Donc, si ça ne vous ennuie pas, on va donc demander à Madame Rossignol de venir nous exposer ses propositions et nous passerons à la dernière table ronde ensuite.